peu près résumé. C'est très joli et poétique, Cédric. Je pense qu'Omar est d'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes content de t'avoir? Bienvenue, ouais, Omar. Mais content de vous revoir. Hein. On est content aussi que tu viennes. Oui, c'est super. Hein. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On a un nouvel ordinateur que j'ai apporté pour les vidéos. Tout n'a pas changé. C'est bien. Bon alors, cette Coupe du Monde de rugby, elle se passe bien? Écoute, je pense que oui. Qu'est-ce qu'on peut parler? Peut-être que les gens, un peu le retour que j'ai eu, un peu de les gens que je croise, qu'ils ont un peu dit ouais, mais quand même, bon, il y a des matchs à 50 points, 80 points. Est-ce que c'est intéressant? C'est pas intéressant cette Coupe du Monde? Oui. Excuse-moi, la question de quelqu'un qui connaît rien, c'est beaucoup 50 points, 80 points. Oui, 50 points d'écart. Ça veut dire, bon, aujourd'hui, il y a des nations qui émergent, mais bon, l'écart est toujours important. Oui, entre les nations qui ont dit de premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Donc, troisième tiers, on peut dire les nations émergentes du rugby, comme par exemple, on a vu le Portugal, mais surtout les Chili, c'est la première fois qu'ils disputent une Coupe du Monde quand même. Donc c'est assez c'est anecdotique. Et donc c'est vrai que des fois il y a un déséquilibre. Il y a des matchs que par exemple, le match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie. Donc on peut dire que la Nouvelle-Zélande quand même et l'Italie surtout que jouent les 6 nations, mais quand même les All Blacks ont mis presque 100 points à une équipe d'Italie, et donc c'est ça, les gens ils disent finalement il n'y a pas des matchs trop intéressants, peut-être que les choses vont commencer que maintenant. Oui, c'est en partie raison. On a eu dans chaque poule 1-2 matchs. Demain soir, on aura un match énorme entre l'Irlande et l'Écosse, parce que bon, on parle de l'Irlande, que c'est un des candidats à être champion du monde. Alors, ce que je dis, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre aussi entre chaque poule, c'est-à-dire il y a la poule A et B, il y a une poule C et D. Dans la poule A et B, il faut dire qu'il y aura 4 candidats qui vont à être champions du monde, mais dans lesquels ils vont jouer entre eux. Donc de ces 4, il y aura 2 qui seront éliminés. De l'autre côté, bon, comme on dit, un des joueurs de l'équipe galloise aussi, il faut avouer qu'on n'est pas dans la partie la plus où il y a les équipes les plus fortes. C'est ça qu'il a dit en parlant, c'était Dan Bigger, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a ça. Après l'engouement que ça suscite, cette Coupe du Monde en France, c'est quand même incroyable. Il faut ne pas oublier que finalement, ce qu'on cherche, c'est qu'après cette Coupe du Monde, on a plus d'enfants dans les écoles de rugby et tout. Bon. Je pense que le résultat de la France, ça sera pour beaucoup. Et donc, selon l'équipe de France, continuera son chemin vers peut-être un premier titre mondial. Bon, tout, ça va se jouer un peu à ça. Moi, j'avais une question avant de partir et de laisser la place aux Wolfoni Brothers du rugby. C'est en fait, tu parlais par rapport à l'Italie. Alors l'Italie, dans la tête des gens, il y a 2 religions qui sont le catholicisme et le calcio. Mais il y a quand même le rugby, c'était assez important. D'ailleurs, tiens, pour l'anecdote, vu qu'on a Radio Occitanie, il faut savoir, la première équipe qui a eu la croix occitane sur son maillot, non, c'était pas Béziers, non, c'était pas Toulouse, c'était une équipe d'Italie, l'US Pedone, qui vient du Bourg, comme on dit en occitan, de Borgo San Dalmazzo, mais il me semble qu'en Italie, quand même, bon, tout le monde voit le côté calcio. C'est vrai que le foot en Italie, c'est une religion. Comme en Argentine, d'ailleurs. Quand même, en Italie, il y a bien le goût du rugby, quand même, il me semble, non? Et il montait à un moment donné. Je sais pas, je me tourne vers les spécialistes. Moi, j'y connais rien. Les trucs ovales que je connais, ils sont verts et ça s'appelle des olives. C'est très bon dans le Martignac, consommer modération, bien sûr. Philippe Bapt, bonsoir. Désolé pour... pas grave, on sait ce que c'est. On est à Toulouse, quoi, le vendredi soir. On a le vendredi soir, les vélos. Bonsoir à vous tous. Pardon.
Mais je répondrai à l'intervention de notre ami en disant que oui, l'Italie a historiquement certainement une belle équipe avec la Croix-Occitane. Maintenant, pendant un temps, on pensait que l'Espagne prendrait. Et sous l'impulsion, entre autres, de la marque Benetton à Trévise, elle a implanté une équipe à Trévise où d'ailleurs Thierry Mazet, l'ancien troisième ligne du Stade Toulousain, est allé faire une pige, ce qui est assez rare d'ailleurs. Et ils ont installé là une franchise presque plus qu'une équipe. Après, le rugby italien a du mal à perdurer après la première grosse équipe où il y avait Troncone, où il y avait Diego Dominguez, et ils ont eu vraiment du mal à trouver derrière des suiveurs, quoi. Je veux dire, il y avait Andrea Locicero devant. Ça a été dur vraiment de pouvoir trouver. Mais non, comme toute équipe, on l'a bien vu nous-mêmes pendant les années 2010 jusqu'à 2020, quoi. On est bien passé au travers de notre statut de nation forte du rugby. Je pense que l'Italie peut y arriver petit à petit. Elle se structure, ça c'est clair. Et bon, malgré tout, ces résultats sont vraiment plus qu'en dents de scie dans le tour de la destination, c'est clair. Même s'ils ont pour joie de nous embêter chaque édition, ça c'est clair. En tout cas, une Coupe du Monde très suivie. Oui, Omar ? Oui, non, mais en tout cas, moi je pense que, au moins, j'y crois beaucoup. Que Gonzalo Quesada, ce n'est pas parce que c'est un Argentin, mais peut-être parce que ça, peut-être c'est le type d'entraîneur qu'il faut à l'Italie. Moi, je dis depuis longtemps, pour l'Italie, il faut un entraîneur italien, quelqu'un qui latin, quoi. Ouais, un latin qui. Bon, c'est vrai qu'on a eu dans le passé des entraîneurs français. Mais jamais un entraîneur argentin. Est-ce que Gonzalo Quesada, peut-être, c'est l'homme du moment et que peut-être ça va faire peut-être décoller ce rugby italien, hein, et en tout cas l'équipe d'Italie. Hein. On verra pour les 6 nations parce qu'il va reprendre juste après la Coupe du Monde. Hein. Moi, je pense qu'il leur manque pas grand-chose. Hein. En tout cas, grand-chose. Ils ont quand même les joueurs, franchement. Hein. Ouais. Et la plupart jouent dans le top 14. Non, mais les joueurs de niveau Italiens qui parlent plutôt personne. Non, mais si tu veux, de niveau plus, quoi. C'est pas. Non, mais c'est pas les Chiliens. Les Chiliens, ils ont semi-amateur, semi-pro quand même. Hein. C'est vraiment un cran dessous. Et je pense que les Italiens, la plupart jouent donc au top 14, qui est un des meilleurs championnats du monde. Il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas une équipe qui tienne la route. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, chaque année, je me dis, ils vont faire quelque chose dans le tournoi de destination. Donc petit à petit, ils grappillent des victoires, mais ils n'arrivent pas à enchaîner des victoires. C'est ça qui est hyper dommage, je trouve. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, une Coupe du Monde qui est bien partie là. C'est quoi vos pronostics là, Je connais rien, mon rugby, c'est une catastrophe. Moi, je peux pas le dire, sinon je vais me faire tuer. Ah ouais? Ah mince. Non, mais parce que mon frère va vous raconter. Non. Je ne pronostique rien du tout parce que chaque fois que je pronostique, je me plante. Donc je pense que la France va l'emporter, ou alors en tout cas si la France faisait même que match nul et se qualifiait qu'avec ce match nul, je pense qu'on peut se poser de sacrées questions sur la suite de la compétition. Et comme disait Omar, on pense tous qu'il y a une chance quand même non négligeable d'aller au bout, mais si on commence par se casser la figure ce soir sur l'Italie, par contre je pense que les Italiens vont nous opposer une résistance non négligeable. Après tout, c'est une très très bonne préparation pour un quart de finale parce que le niveau va se relever de façon drastique dès la semaine prochaine. Ça, c'est clair. Tu parlais du résultat final ou du résultat de ce soir? De ce soir, les Français vont l'emporter. D'accord. Mais c'est le résultat final où je peux pas. Non, moi, je parlais de la finale. C'est le 28 octobre. C'est ça. Ça finit quand? Le 28 octobre. D'accord. À partir de la semaine prochaine, c'est l'écart. On sera les demi la semaine d'après, la finale dans 3 semaines. C'est vrai que pour le rugby, par rapport à ce qui est le foot, une Coupe du Monde, ça va tellement vite, les matchs, mais le rugby, on ne peut pas jouer tous les 3 jours. C'est quand même, il y a une dépense physique importante et on ne peut pas se récupérer, on ne peut pas jouer un match au moins 3 jours après. Tu es en train de dire qu'il y a une dépense plus importante dans un match de rugby que dans un match de foot au niveau énergétique, c'est une question. C'est seulement que le rugby, du fait que c'est un sport de contact, qu'il faut plaquer, tu finis mâché quand même. Hein. Et donc, c'est-à-dire pour jouer 3 jours après, on l'a déjà fait à
Je ne sais pas si c'était en 2003, que des fois, on ne jouait pas pendant 12 jours et après, on jouait tous les 4 jours. Samedi, donc, il y avait samedi ça. mercredi, dimanche, je me rappelle. Donc, c'est pour ça que ça donne une Coupe du Monde quand même étendue sur 2 mois quand même. Et puis, il faut se rappeler qu'en 2019, lors de la dernière édition, justement, ça avait toussé, puisque justement, il y avait des matchs tous les 4 jours, puisqu'ils ont rajouté 2 semaines, là, et que les petites équipes, et c'est pas faire offense aux petites équipes, justement, étaient celles qui étaient le plus mal loties, puisque c'est elles qui jouaient le plus tôt et qui enchaînaient encore plus. Donc, sincèrement, vu qu'il y a quand même contrairement au foot, où il y a quand même des équipes toutes professionnelles, au rugby, il y a quand même des équipes qui sont pas professionnelles, et faire jouer encore plus, c'était prendre des risques supplémentaires. Et puis, il y a quand même les joueurs, même s'ils n'ont pas obtenu tout, et le World Rugby qui a aussi estimé qu'on ne pouvait pas faire franchement de matchs tous les 4, 5, 6 jours. Il faut minimum 6 jours avant. On en arrive petit à petit à quand même à prendre en compte la dimension physique et l'intégrité physique du joueur dans sa constitution, j'entends. Dans sa récupération, voilà. Oui. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Omar. On espère tous qu'effectivement qu'il y aura un afflux de gamins et de gamines dans les écoles de rugby. Maintenant, ce qui est très dommageable, c'est que il est estimé pour la première fois effectivement une Coupe du Monde avec du bénéfice aux alentours de 30 à 40 millions, mais malgré tout qui va être redispatché, etc. Et c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, j'espère qu'on pourra. Il y a deux dimensions dans les clubs. C'est bien sympa de dire on va accueillir, mais quand vous avez qu'un seul stade et que vous avez 200 gamins, à un moment donné, ça peut poser des problèmes. Or là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu en termes d'infrastructure ou d'aide à construire des stades ou même si c'est des stades qui peuvent servir au foot, au rugby, on s'en fout, c'est pas ça le problème, mais des lieux d'accueil. Et puis d'autre part, c'est bien sympa de penser que les clubs de rugby sont prêts à tous accueillir, et ça, personne va le dire en disant non, on veut pas accueillir, mais il y a aussi la dimension du bénévolat que cela engendre, parce que quand vous montez une nouvelle équipe, il vous faut 5, 6, 7 personnes qui entourent pour l'administratif, pour ceci, pour cela, et on les trouve pas tous partout sous le sabot de cheval, en l'occurrence. Je précise que Philippe était l'ancien président du TEC rugby. Oui, mais tu parles, tu sais de quoi tu parles directement. Et maintenant, il est à l'Avenir Castanien et responsable de la RSE. Donc, tu es particulièrement attentif à ce type de... Tout à fait. Et puis, ce que je retrouve dans un club de Fête 2, c'est le même problématique que je trouvais ou que j'avais pu avoir dans un club de Régional 1. De ce point de vue-là, parce que c'est à l'école de rugby qu'on les attend, les enfants, franchement. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on ait beaucoup tous travaillé pour avoir 1 étoile, voire 2 étoiles, c'est les labels FFR qui justifient du niveau d'engagement, sur des critères divers et variés. Malgré tout, à un moment donné, la crise du bénévolat, elle touche aussi le sport. Et les parents, il y en a quand même beaucoup qui jettent leurs enfants et les récupèrent à 17h ou à 19h. Enfin, tout dépend de l'âge. Et donc, voir affluer des enfants, c'est génial, mais il faut aussi penser infrastructure et bénévolat, quoi, à un moment donné. Vous voulez dire que c'était les parents avant qui étaient beaucoup bénévoles et que maintenant c'est plus le cas, c'est toujours les parents qui sont bénévoles, il n'y a pas de problème, mais il y en a moins. D'accord. Voilà. Peut-être qu'il faudrait les orienter vers Omar pour qu'ils leur apprennent à chanter. Ouais. Après tout. Moi, je pense que c'est intéressant. Moi, je ne veux pas toucher un sujet qui a fait polémique, mais avec grand plaisir, je le ferai. Oui, tu vois pourquoi polémique? T'es pas au courant? C'est pas à propos des hymnes. Les reprises en canon, entre autres, des hymnes n'ont pas été... au tout début, là. Tout à fait. Tous ces projets, ça part toujours d'une bonne volonté, mais bon, après, je pense qu'une chose, c'est ce qu'on pense d'un beau projet, et après, si ce projet est vraiment réalisable, il peut être mis en pratique, voilà. Mais bon, on va pas mettre encore une couche. Je pense que
Ah oui, c'est vrai que ça, il y a eu des débats sur ça. Ouais, mais ça continue, ça va continuer, hein, je pense. Ça va continuer, mais moi, pourquoi j'y tiens? Parce que je dis, moi, j'ai commencé à chanter à l'école primaire dans une chorale, et moi, j'y tiens beaucoup. Chaque fois, chaque projet avec des enfants dans les écoles, c'est important parce que ça, on ne sait pas où on sème, et après, c'est qu'on récoltera plus tard. Et donc, ça, c'est important, et peut-être ça crée peut-être une frustration à ces gamins qui n'a pas fini après cette histoire de choix, d'être en canon, et bref, et de modifier ces choses-là. Donc, ces hymnes que pour ces enfants, déjà, qu'ils étaient un peu pénalisés de ne pas être sur le terrain en train de chanter, que je les voyais quand même en t-shirt blanc, et dans les tribunes, et qui chantaient un peu les hymnes qui avaient été enregistrés et qui après ont été modifiés. Moi, je ne veux pas savoir comment, mais enfin, voilà, j'ai une petite idée. Voilà. Après, honnêtement, c'est quand même un succès et populaire et d'ambiance. Moi, je me rappelle des sempiternelles discussions. Est-ce qu'on est encore en capacité de vendre de la bière autour des stades? Alors, je sais qu'il faut, comment on appelle ça, tisaner avec modération, mais ça n'empêche que la discussion à ce propos-là, on prouve bien à travers les valeurs du rugby et celles qui sont propagées par les différents publics. Franchement, quand vous allez autour du stade, la chaleur aidant, certainement. Les gens sont très, très, comme le fond sont très rouges, et pourtant il y a une superbe ambiance, quelles que soient les équipes. Ça, c'est ça, c'est vrai. On peut dire que l'ambiance, elle est au rendez-vous, et c'est quand même incroyable. Bon. On est un peu chauvin quand même, mais à Toulouse, j'ai eu l'occasion d'être à Bordeaux, à Lille. Demain et dimanche, je serai à Nantes, et donc je peux voir. Après Marseille, non, je ne suis pas allé, mais bon. Mais pour vous dire que l'ambiance au stade à Toulouse, est-ce que peut-être parce que ça fait longtemps que j'habite ici aussi, mais on le sent quand même, on sent qu'on respire rugby. C'est pas pareil Lille, même si le stade il est magnifique, mais les gens sont adorables aussi, mais il y a quand même l'engouement on local. Respire le rugby quand même. Bon, donc le rugby se porte bien en général quand même. Le rugby se porte mieux au niveau de la FFR depuis quelque temps. Parce que faut pas oublier, mais faut pas oublier quand même que le responsable de la Claude Haché, pour pas le nommer, de la Coupe du Monde, s'est fait débarquer il y a 1 an, qu'il y a des petites affaires de places et de X centaines de places pour un ami, etc. Enfin bon, il y a tout ça qui a été remis à plat par des élections, et si on ne peut pas enlever le fait que l'ancien président Bernard Laporte a obtenu la Coupe du Monde, c'est pas plus mal que ça soit géré différemment. Faut pas oublier qu'en début de Coupe du Monde, l'actuelle présidence est allée discuter avec monsieur Jean-Marc Lermé, qui est en charge du sport de haut niveau. Ils ont été obligés d'aller discuter les primes de match avec l'équipe de France lors du stage de Monaco, c'est-à-dire ça n'aurait jamais dû se faire à ce moment-là, parce que l'ancienne gouvernance avait fait n'importe quoi et pas budgété. Donc faut être honnête, on va bien s'en sortir aussi, parce que ça a changé de gouvernance, clairement. Mais pour ça, c'est le côté un peu interne. Pour l'externe, c'est quand même beau, effectivement, à Toulouse, mais même, on voit les vidéos virales qu'il y a autour des supporters irlandais, sud-africains, japonais, chiliens, enfin, malgré tout... Uruguayens, argentins, c'est vrai que c'est sympa. C'est vraiment une ambiance sympa, et même s'il y a beaucoup d'alcool qui tourne, il n'y a pas une dégradation. Et même, rappelez-vous, en début de la Coupe du Monde, il y a eu quelques couacs au niveau de l'entrée des stades, où il y a eu des attentes, etc. Après, ça s'est noyé dans une ambiance de fête, voilà, exactement. Et après, je pense que le rugby à 7, l'ambiance rugby à 7 est en train d'arriver un tout petit peu sur le rugby à 15, avec beaucoup de déguisements, ce côté festif que l'on veut. Et finalement, c'est pas mal que ça vienne, parce que il n'y a pas forcément que des fous furieux de supporters. Après, pendant le match, oui, ça supporte. Mais il y a ce côté festif, déguisement, tout ça que l'on voit un peu partout, et c'est pas plus mal. Non, c'est très bien, c'est de très bonnes nouvelles, ça. Très bonnes nouvelles. En tout cas, au moins tout le monde est serein pendant ce rugby. Omar, quoi de neuf depuis le temps? Comme Tintin dans cette chambre. La salle Nougaro bientôt, il me semble.
Et oui, je sais. Oui, la salle de Nano, déjà, j'ai fait une date justement avec les CSE de Airbus, et donc avec cette salle magnifique qui m'a accueilli déjà le 4, donc mercredi dernier, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, mercredi. Et donc, je serai le 10 et le 18. Donc, faut se le dire. Il faut se le dire. Faut se le dire. Ces dates, il faut se les dire. Le programme, c'est toujours mon spectacle Bel Cantor. Avec Marc-Olivier Point, donc ça fait plaisir. J'ai prévu de lui faire un portrait en plus, mais il était parti au Japon, je crois, quelque temps. Et Japon, là, il vient de rentrer du Brésil, et là, pareil, il bouge, il n'arrêtait pas. Là, vendredi et samedi, il est dans le Lot-et-Garonne avec son trio de jazz pour présenter son nouveau album. Donc voilà, lui, il va bien. Donc avec demain je suis à Nantes, après je serai avec la compagnie Opéra Éclaté à Clermont-Ferrand avec la Carmen à l'Andalouse. Donc voilà, c'est des différents projets. Et après, je serai à nouveau avec mon spectacle tango en Ariège et à Grenade avec Bel Cantor aussi. Ça sera le 19, si je ne me trompe pas. Non, je n'ai pas en tête, mais je te dirai. On regardera. On viendra te voir. Avec grand plaisir. Ah oui, il faut y aller. Oui. Ah bah oui, c'est clair. Sur scène. Ça vaut le coup. Que tu viennes. J'ai un petit cadeau pour toi de la part de notre ami commun hier. Fais-moi penser. Super. Anna s'est couchée tôt. Hein? C'est pas de ma faute, ça fait Jean-François. Ah bah oui, c'était Jean-François. On dira pas qui Z. Jean-François Z. J'avais vu petit à petit et ça va dérouler. Non, c'est rigolo. C'est du teasing. On est à la radio, c'est normal. Pas de publicité, mais bon. Quand même à la Logrin demain et ça va être super à 18h. Et oui. Justement, sur un spectacle qui s'appelle Sportivement Vôtre. Et ça a l'air super, où il fait des parallèles entre les sportifs de haut niveau et les concertistes classiques. Mais c'est vrai que lui, il a cette capacité de chaque fois qu'il aborde un sujet autour de soit de la musique classique, romantique, contemporaine, il y a cette approche qui est très pédagogique. Oui, déjà. Non, et surtout on en parlait hier et je lui disais pourquoi, parce que il ne fait pas de sport, donc c'était amusant. Et il me dit, c'est simple, cette Coupe du Monde, soit je la compterais, soit je rentrais dans le truc et j'en faisais quelque chose. Et je trouve que ça, c'est très positif, vous voyez. C'est un peu ce que nous devrions faire tous, à savoir, pas de pensée limitante, va pas juger quelque chose, mais intéresse-toi et fais quelque chose avec. Donc bravo, Monsieur Z. Bisous. On parlait bien évidemment de Zorro. On a quand même ces rythmes tropicaux. On a les deux. J'ai l'impression de voir double. C'est vrai. Oh non, c'est pas vrai. Je suis plus jeune et j'y tiens, d'accord. Il est plus poilu, le frère de Piernick. Ils ont les mêmes coupes de cheveux. Je rase tout pour faire un peu différent, quoi. Sinon. Moi, je me moque pas sur les cheveux parce que tu sais, mais j'ai mon père qui a plus trop les cheveux. Moi, je lutte. Moi aussi, mon père, il a la coupe. Ouais, j'évite. Mon Philippe. Ta mère, au niveau des cheveux, est pas mal, quand même. Irène. Comme mucho respeto, Bon, on a tout dit sur le rugby, là, il me semble, ou il y a encore des choses à rajouter. Je peux poser une question. Oui, Diane, on a le temps, on est large. Et le rugby féminin, sans vouloir... C'est super. Pardon ? C'est super. Mais moi, il se trouve que, bon, je passais un bac plus 5 de sport, je ne vais pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. Et, bon, j'avais un père trésiste, moi. Okay pardon. Excuse-moi. Je te prie vraiment. Je dois t'avouer que... Non, mais c'est... Et j'ai donc une copine qui a 22 ans, que j'aime beaucoup, c'est une petite sœur, et elle est trésiste, et elle est capitaine de l'équipe de France, et elle est en train... Alors, je parle, et on lui dit, tu dois passer à 15. Parce que, voilà. Parce que, donc, d'après ce que j'ai compris, si tu veux faire une carrière où il faut le 15 est quand même plus il vaut mieux être à 15 qu'à 13. Oui. Papa, pardon. Oui, parce qu'historiquement... Non, c'est vrai, oui. Non, mais il y a une histoire. Il y a quand même une histoire. Le 13 est apparu, enfin, je vais pas vous raconter l'histoire du 13, mais enfin, le 13 était le rugby professionnel. Et dans les donc le 15... Non. Non. Dans les années 20-30, vraiment, le 15 était reconnu comme étant trop violent en France, et donc le 13 a pris son essor
vraiment. Et le coup d'arrêt a été le régime de Vichy. Ah bon ? Oui. Sous Vichy, il a été interdit de jouer à 13. Excusez-moi, une question complètement néophyte. Quand vous parlez de violence, c'est quoi la différence ? Qui sont 13 mais au moins, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas comment. La violence au rugby est légitime du moment qu'il n'y a pas de coups illégaux. C'est ça, là, ok. D'accord ? Mais là, quand je dis d'une violence illégitime, c'est des bagarres sur le terrain, enfin, on va pas faire ça. Au point tel que le 15 de France avait été exclu du tournoi 5 par les Britanniques. Ok. Bon. Mais pendant un temps. Mais après, il était revenu dans les années 30-40. Mais il y avait vraiment un gros problème. Et le 13 a attiré beaucoup de spectateurs. Et certains joueurs du stade toulousain ici, à 15, sont passés à 13 professionnels. Mais on arrive à Vichy, et sous Vichy, a été interdit. Mais le 13 a été déclaré illégal. Illégal de pratique. Juif. Non, quasi, parce que il y a des clubs qui ont été spoliés. Enfin, c'était terrible. Hein. Et au sortir de la guerre, bien que ce fût la libération, a failli se poser le problème du jeu, de la reconnaissance du rugby à 13. Et le jeu de rugby à 13 a été appelé jeu à 13. Et ce n'est que dans les années 90 que le 13, la fédération a demandé un ras-le-bol. Et le 15 a porté plainte contre la fédération de jeu à 13. Hein. Et finalement, le 13 a gagné, s'appelle rugby à 13. Bon. Mais c'est vrai, ça Philippe peut en témoigner, à un moment donné, en 95, au moment de la Coupe du Monde, tu dois t'en souvenir, en 95, en une nuit, le rugby mondial à 15 est devenu professionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils ont contré Rupert Murdoch qui allait monter une ligue de rugby à 13 avec les équipes de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud. Et là, du coup, en passant le rugby à 15 professionnel, qui présente dans le jeu de multiples variétés plus qu'à 13, ils ont tué le 13. Oui, et notamment, c'est plus professionnel. En France. Alors, tu as encore du 13 dans le monde, hein, mais le 15 a pris un vrai essor. Mais on en discutait avec Philippe, comme nous pensons que le 7, à un moment donné, va supplanter le 15. C'est-à-dire 7, c'est qu'il y a 7 personnes sur le terrain. Et longtemps et demi-temps de 7 minutes. Donc ça veut dire que c'est une autre plus type court, de jeu. Oui, c'est plus court mais plus intense. C'est plus court, plus et intense. Tu as une variété de matchs en 3 heures, tu vois différentes équipes puisque c'est des matchs de 14 minutes. Et techniquement comme aux Jeux Olympiques. C'est pour ça que le 7 est devenu olympique et non pas le 15. Parce que le 7... Je donne une explication, sous ton égide aussi. Le 7 ne demandant pas plusieurs types de physique comme le 15 le demande, où tu as des piliers, des talonneurs, des secondes lignes, des troisièmes lignes, des centres, enfin, chacun a une physique un peu différente. À 7, c'est plus uniforme. Ça permet à des pays d'avoir plus facilement une équipe. Même les États-Unis ont une très bonne équipe, alors que c'est pas forcément un pays de rugby. À 7, pas à 15. À 15, ils en ont une, bien sûr, mais qui a d'ailleurs pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, au détriment du Chili, par parenthèse. Mais à 7, ils ont une très bonne équipe, et beaucoup plus d'équipes à 7 existent dans le monde que de rugby à 15. Ce qui a permis au rugby de devenir olympique grâce au 7, et non pas grâce au 15. Donc il y a 3 types de rugby. C'est ça. D'accord. Et donc pour parler des filles... Oui, alors pour parler des filles, moi je suis très heureux de voir que le rugby féminin on peut prendre l'exemple à Toulouse. Prendre de l'essor. On peut prendre l'exemple à Toulouse, sous l'égide de David Gérard, l'actuel entraîneur des Avants du Portugal. Le petit club de Fonsorbe est devenu le Stade Toulousain rugby féminin, mais à l'époque, on est en 2015-16, le Stade Toulousain, à l'époque, c'est pas si vieux, ne l'avait pas accepté comme une équipe à part entière. C'était une section, comme il y a le tennis, le baseball, il y avait le rugby féminin. C'est sous la présidence de Didier Lacroix que le rugby féminin a intégré, à proprement parler, le club. Voilà, c'est pas... Voilà. Donc ça dénote bien de l'évolution. Ça a été aussi un peu pas sur la pression de la fédération qui a imposé aussi que chaque équipe professionnelle des masculins des clubs et aussi une équipe féminine. Oui. C'est bien ça, est-ce que je me trompe ? C'est aussi tout à fait. C'est une vraie volonté. Ce qui est intéressant... Et c'est le plus gros développement du rugby actuellement. C'est plus les garçons, c'est les filles qui affluent de plus en plus pour pratiquer, pas forcément au haut niveau, mais comme nous à notre niveau. Moi, j'ai pas joué au niveau de Omar, jamais, enfin, ni même en dessous. Voilà, chacun... Mais que ça permette aux filles de pouvoir, et aux femmes... Mais c'est intéressant de parler des idées préconçues par rapport à ça.
Tu vois, par exemple, Charlène, en tant que fille, tu peux te dire, moi, ma fille veut faire du rugby. Vous voyez, c'est quelque chose. Et moi, lorsque j'ai rencontré cet athlète avec qui j'ai partagé l'école, on a passé un examen, j'ai rencontré quelqu'un d'ultra féminin, super intelligent, une douceur absolue. Et c'est marrant parce que quand elle joue, j'ai jamais trop regardé, mais vous connaissez l'affect. L'autre fois, il y avait la Coupe du Monde et je pleurais dès qu'elle avait le nom. Et c'est génial. Et du coup, ça a changé une vision que je pouvais avoir très bête finalement et très une pensée limitante du rugby féminin. Vous voyez, c'est pas, c'est des voilà. Mais c'est intéressant à soulever. Comme les mecs, et puis c'est féminin quand ça sort des vestiaires. Mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a plein d'idées quand même par rapport à ça. Ouais. Moi, une fois, j'étais chez le médecin, ça m'arrive des fois, et il y a une fille qui est arrivée qui était joueuse de rugby, et elle avait la langue, mais vraiment coupée en deux. Moi, j'avais un rhume, je vous le dis. J'avais que dalle. J'étais là. Il est un peu hypochondriaque. Je vais mourir. Elle arrive, tout sourire, la bouche en sang, la langue coupée, pour avoir je sais pas quoi. D'ailleurs, elle me fait d'aller aux urgences, plutôt. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on lui a recommandé. Mais ça allait très très bien. Donc, j'avoue que. Mais pour revenir à ta question, et très rapidement, après, ça sera rapide, entre le 13 et le 15, c'est vrai qu'actuellement, les moyens financiers sont dans le 15 et de moins en moins dans le 13. C'est l'impression que j'ai. Et pour ce qui est du féminin, la chance actuelle, c'est que il y a une prise de conscience, et puis aussi que les diffuseurs type télévision, France Télévisions ou autres, ont de moins en moins de moyens et peuvent s'offrir par chance le sport féminin, foot ou rugby, et qui par ailleurs draine de plus en plus de monde quand même dans les stades. C'est pas non plus, on n'est pas sur une échelle énorme, mais malgré tout, donc pas à pas. Donc entre le fait d'avoir une meilleure visibilité, le match du tournoi, il n'y a pas si longtemps, était sur France 4. Maintenant, ils sont sur France 2. Ouais. Ça a l'air bête, mais ça change tout. Et petit à petit, le sport féminin prend aussi de la place parce que les autres sports sont tellement chers à pouvoir téléviser que au moins on a ça. Et en plus, ça marche. On l'a vu pour la Coupe du Monde de filles foot, pour la Coupe d'Europe où ça a drainé beaucoup de monde. Voilà, petit à petit, le sport féminin prend sa place. Voilà. Et c'est très bien. C'est très bien. On peut laisser ouvrir la porte, je disais, si jamais, parce que c'est vrai qu'il va finir par faire très chaud ici. Oui. Ça va être compliqué. Justement, on va parler de chaleur. Il faudra laisser une place pour notre prochain invité qui arrive.